Durant la Seconde Guerre mondiale, 1830 femmes ont été acceptées et 1074 brevetées au sein de la Women Air Force Service Pilots, une branche de l'US Army Air Corps. Revenons durant ces quelques minutes sur leur histoire. Très tôt dans l'histoire de l'aviation, des femmes ont réussi à se faire un nom. Ainsi, du côté des États-Unis, la première américaine à faire décoller un avion est Blanche Stuart Scott, le 6 septembre 1910. Un peu moins d'un an après, Harriet Quimby est la première aviatrice américaine brevetée. En 1915, Catherine Stinson devient la première femme autorisée à transporter du courrier pour l'US Mail. En 1929 est créée la 99s, une association qui regroupe 99 femmes pilotes américaines brevetées. La présidente de cette association n'est autre que Amelia Earhart, qui réalisa entre autres en 1932 le premier transatlantique en solitaire par une femme. Cependant, alors que beaucoup de femmes ont marqué les premières années de l'aviation de leur nom, elles ne peuvent guère espérer une carrière dans l'aviation et encore moins dans l'armée. Mais en juin 1940, l'Army Air Corps songe de plus en plus à intégrer des pilotes féminins, alors que la guerre a éclaté en Europe il y a déjà 9 mois. Ainsi, l'Army Air Corps simplifie les critères pour pouvoir devenir pilote. Désormais, il n'est plus nécessaire d'avoir un bac+2. Les écoles de pilotage sont ouvertes aux engagés volontaires et enfin, les critères physiques deviennent moins contraignants. Au niveau de l'engagement des femmes, par contre, pas grand-chose. On considère à l'époque qu'elles ne pourraient pas faire de bons pilotes, et l'idée choque même les mentalités. C'est sans compter sur l'engagement pour cette cause de 3 femmes. Jacqueline Cochrane, qui se passionne pour l'aviation après qu'un ami lui ait offert un baptême de l'air dans les années 30. Elle apprendra par la suite à piloter en moins de 3 semaines, et participera à sa première grande course en 1934. Elle remportera même en 1938 le trophée Bendix qu'elle gagnera en se gratifiant au passage de plusieurs records mondiaux. Citons aussi Amelia Earhart qui déjà avant cela se battait pour que les femmes puissent participer aux grandes compétitions aériennes. Et enfin Eleanor Roosevelt, la femme du président qui se bat déjà pour une plus grande égalité homme-femme. Jacqueline Cochrane écrira d'ailleurs en 1939 à Eleanor Roosevelt, lui expliquant que le principal obstacle pour les femmes reste de pouvoir accéder à une formation au pilotage. Elle propose aussi d'utiliser les pilotes féminins pour des trajets liaison, des évacuations sanitaires, du transport de personnel civil ou militaire afin de permettre aux hommes dont ces tâches sont attribuées de rejoindre la première ligne. Elle estime ainsi à 650 le nombre de femmes brevetées aux USA et pense qu'en créant un programme officiel, ce nombre pourra grimper à plusieurs milliers. Jacqueline Cochrane estime que le plus dur ne sera pas de convaincre l'opinion publique, mais bien le sexisme des huiles à Washington. Et pour combattre ce sexisme, elle sera aidée par Nancy Harkness Love, la femme d'un commandant de réserve de l'Air Corps. Nancy est pilote pour la compagnie Intercity Aviation qu'elle a créée avec son mari. En mai 1940, Nancy prend la décision d'écrire au lieutenant-colonel Robert Holtz, adjoint à la Planes Division à l'état-major de l'Army Air Corps, et qui travaille sur ce qui deviendra plus tard le Ferrying Command pour le convoyage des avions. Et c'est exactement ce que veut Jacqueline Cochrane, pouvoir effectuer ces étapes de liaison. Holtz se montre intéressé. Nancy explique dans sa lettre qu'une 50aine de femmes ayant une bonne expérience du pilotage pourraient être disponibles immédiatement. Il n'en faut pas moins pour qu'Holtz transmette l'idée au commandant en chef de l'Air Force, qui lui, au contraire, ne sera pas séduit et proposera plutôt que les femmes se fassent embaucher dans des compagnies civiles afin de libérer les hommes de ces fonctions. En juin 1941, Jacqueline Cochrane arrive à prendre les airs dans une formation de Lockheed Hudson en direction de l'Angleterre, où elle ira par la même occasion étudier la façon dont les Anglais incorporent des effectifs féminins dans leurs forces aériennes. Mais tout n'est pas si simple et les pilotes masculins ne veulent pas laisser les commandes à Jackie, car elle n'aurait pas accumulé assez d'heures de vol. En fait, les pilotes sont plutôt atteints dans leur orgueil. Jackie arrive à un compromis. Un pilote masculin s'occupera de faire décoller et atterrir l'avion, tandis qu'elle pilotera durant la traversée de l'Atlantique. Au retour, elle est invitée par le couple Roosevelt. Cette rencontre lui fait décrocher un poste au bureau de Holtz, mais aucune vraie décision n'est prise pour l'incorporation des femmes dans des missions de convoyage entre les usines et les bases aériennes. Les choses restent très compliquées. Jackie ne dispose pas d'un statut de militaire. Elle s'installe donc dans les locaux de sa société, Jacqueline Cochrane Cosmetic Incorporation, qu'elle a fondée dans les années 30 avec l'aide de son mari, le milliardaire Floyd Bostwick Odlum. Elle commence donc par faire un recensement des femmes pilotes aux USA.
Elle en trouve 2733 à l'aide des fichiers de la Civil Aeronautics Administration. Et sur ces 2733 femmes, 154 possèdent une licence commerciale. 80 comptent plus de 500 heures de vol. Pour 30 d'entre elles, elles comptabilisent même plus de 1000 heures. Mais la grande majorité ont moins de 200 heures à leur actif. Elle envoie un questionnaire à 150 de ces femmes, dont 130 répondent avec joie. En juillet 1941, Jacqueline Cochrane propose d'utiliser les femmes dans d'autres missions que le convoyage. Olds trouve l'idée trop ambitieuse. Le 1er août 1941, dans un mémo adressé au Major Général Arnold, le chef de l'Air Corps, il explique qu'il sera nécessaire d'ici à fin 1942 de convoyer 12 000 avions, nécessitant l'emploi de 200 pilotes. Il juge dans ce mémo que l'utilisation de pilotes formés au combat serait un gâchis de ressources et qu'il n'y a pas de raison valable d'empêcher des femmes pilotes de convoyer ces avions. Olds décide de mettre en place une période d'essai. La cinquantaine de femmes pilotes ayant plus de 500 heures de vol au compteur sera intégrée comme civiles au sein de l'Air Corps Ferrying Command pendant les 3 premiers mois, avant de rentrer dans l'Air Corps Specialist Reserve. Finalement, encore une fois, ce sera grâce à Eleanor Roosevelt et cette fois à sa rubrique My Day, publiée dans plusieurs quotidiens, que les choses s'accélèrent. Arnold, qui il y a peu jugé que les effectifs masculins étaient suffisants, propose aux femmes pilotes de se forger une expérience en Grande-Bretagne en s'intégrant à l'Air Transport Auxiliary. Mais en janvier 1942, tout change à nouveau. Olds vient de devenir major général et il prend la décision d'intégrer immédiatement des femmes pour convoyer les avions. Jacqueline Cochrane se retrouve dans une situation embarrassante. Elle a désormais des obligations avec les Britanniques, mais en même temps les femmes qui venaient la suivre dans cette aventure le faisaient car elles n'avaient pas d'avenir aux USA. Elle s'en plaint donc à Arnold qui demande à Olds de geler le programme le temps que Cochrane et 24 autres femmes aillent durant quelques mois porter main forte aux Anglais qui eux sont très en avance dans l'intégration des femmes pilotes. Pendant que Jackie est en Angleterre, l'entrée en guerre des USA avec le Japon change beaucoup de choses. Les aéroports côtiers sont fermés, l'Intercity Aviation doit fermer à cause de cela, et Robert Love, le mari de Nancy Love, est mobilisé au sein du Ferrying Command. Nancy Harkness Love arrive d'ailleurs à intégrer l'état-major d'une branche du Ferrying Command, où elle s'occupera des dossiers de recrutement des convoyeurs, où elle essaie de convaincre ses supérieurs d'intégrer des femmes, sans trop de succès. Faisons un bond dans le temps, jusqu'au 20 juin 1942. Le Ferrying Command devient l'Air Transport. Olds n'est plus aux commandes et c'est désormais George Harold, devenu brigadier général, qui en assure le commandement. La Ferrying Division entre sous le commandement de William H. Turner. Son bureau est mitoyen de celui de Robert Love, dont il entend un jour une conversation entre lui et sa femme. Robert demandait à Nancy si elle avait réussi à poser sans encombre son avion. Turner entend la conversation et demande à Robert Love « Il y a beaucoup d'autres femmes comme la vôtre ?» Alors que le Congrès n'a pas encore voté une loi autorisant la création d'un corps féminin, il propose d'employer les femmes pilotes par le Civil Service. Mais il faudra attendre à nouveau l'apparition d'une nouvelle rubrique My Day d'Eleanor Roosevelt pour que tout s'accélère à nouveau. Ainsi, en août 1942, Arnold annonce lors d'une conférence « Des femmes pilotes seront employées pour le convoyage d'avions d'entraînement léger entre les usines et les écoles ». Et le 10 septembre, le War Department publie un communiqué annonçant la création du WAFS, le Women's Auxiliary Ferrying Squadron, dont Robert Love prendra la tête. Désormais, 2 visions s'opposent. Nancy Love milite pour le recrutement de femmes ayant déjà au moins 500 heures de vol, tandis que Jacqueline Cochrane veut ouvrir le programme aux femmes n'ayant aucune expérience de pilotage. Pour Harold Lee George, qui assume le commandement de l'Air Transport Command, c'est l'option Cochrane qui semble la plus intéressante. Il pense en effet qu'un assez gros effectif sera nécessaire tôt ou tard. Cependant, plutôt que de trancher, il décide de faire une synthèse entre les deux points de vue. Ainsi, le premier peloton de 50 femmes sera composé de pilotes déjà brevetés. Dans le même temps, un établissement de formation des recrues féminines est aussi créé. Le premier escadron sera alors supervisé par Nancy Love, tandis que Jacqueline Cochrane prendra la tête du programme d'entraînement des femmes pilotes. Le 15 septembre 1942, le Civilian Pilot Training met en place ses premières exigences, qui ne sont pas toutes du goût de Cochrane. 25 heures de vol dans un avion de 65 chevaux seront nécessaires, puis 25 autres dans un avion de 90 et encore 50 dans un avion de 200 chevaux. À cela s'ajoutent 15 heures en Blue Box, un dispositif d'entraînement au sol, et encore 205 de formation au sol dont 25 aux instruments.
Les premiers problèmes commencent avec les exigences suivantes. Les candidats devront être de nationalité américaine, avoir entre 21 et 35 ans, avoir suivi des études supérieures et aussi avoir à leur effectif au moins 200 heures de vol. Pour Cochrane, cette dernière exigence signe la fin de son espoir d'atteindre un jour un effectif de 3000 femmes pilotes. Elle fustige. Si les hommes peuvent être formés au combat en 225 heures, pourquoi les femmes ne peuvent-elles pas être qualifiées avec le même nombre d'heures pour simplement convoyer des avions en plein jour sans avoir besoin de voler aux instruments? Finalement, tout change à nouveau en octobre 1942 grâce à Arnold. Les exigences de Turner disparaissent pour que le programme s'ouvre aux femmes, sans aucune expérience de pilotage préalable. C'est donc le 16 novembre 1942, enfin, que les 25 premières cadettes arrivent à l'aéroport Howard Hughes pour commencer l'entraînement. Mais les installations ne sont pas prévues pour les femmes. Début 1943, elles arrivent donc à Sweetwater, à l'aérodrome d'Avenger Field. Ce n'est pas la fin des problèmes pour autant. Durant l'année 1943, à cause de fortes critiques sur leurs aptitudes, la durée de l'entraînement passe de 4 à 6 mois. Les heures de vol nécessaires passent-elles de 115 à 206 et celles de théorie de 180 à 309. En mars 1944, enfin, la durée totale du cursus passe à 30 semaines. Durant l'année 1942, les femmes du WAFS ont réussi à livrer 64 L4B, 14 PT-19 et enfin 6 PT-17. Mais encore des problèmes se posent et rien n'est prévu pour le voyage de retour. Ces femmes doivent revenir en prenant le train. Il leur est interdit de revenir en utilisant des avions de l'US Air Force, même en tant que passagers. Pendant un temps aussi, les convoyages sont impossibles en période de règles ou lorsque les pilotes sont enceintes. Heureusement, ces restrictions sont bientôt levées grâce à Nancy Love. Bientôt, il est décidé d'élargir le programme et on étudie la possibilité de former les femmes sur des avions plus imposants, les B-17, les C-60 et les B-26. La formation sur C-60 n'est pas satisfaisante. Les cockpits sont prévus pour le gabarit des hommes et la position inconfortable entraîne une plus grande fatigue qui empêche les femmes d'être aussi efficaces que les hommes sur certains types d'appareils. Cependant, sur B-26, la formation se passe très bien et les femmes se montrent tout aussi qualifiées que les hommes. Ainsi, sur la période de novembre 1942 à avril 1943, les WAFs arrivent à convoyer 49 avions par mois, avec son effectif de 23 pilotes, une moyenne comparable à celle des hommes et certains mois, les femmes font même mieux. Le 5 août 1943, le groupe devient officiellement le WASP, Women's Air Force Service Pilots, mais bientôt celui-ci est entaché par une mauvaise réputation. En effet, durant les entraînements, on recense un grand nombre d'accidents. Mais la faute à qui ? Pas aux compétences de pilotage des femmes, mais bien encore une fois au machisme des hommes responsables de leur instruction. Les instructeurs pratiquent une discrimination sexiste et laissent des femmes aller aux échelons supérieurs de l'entraînement alors même qu'elles n'en ont pas les compétences. Cela n'empêche pas les effectifs du WASP de gonfler petit à petit. De 120 en août 1943, ils passent à plus de 300 en avril 1944. Les femmes pilotes volent sur plus de 70 types d'appareils différents et 4 d'entre elles seront même brevetées sur B-29. Cependant, malgré ces exploits, elles ne méritent pas, selon le Congrès, une militarisation de leur corps. Elles ne restent donc que des civils employés par l'armée. Ce n'est ainsi qu'en 1977 que le Congrès décide de changer cela. L'USAF de son côté ne leur accorde le statut militaire qu'en 1979, à titre rétroactif. Le WASP disparaît le 20 décembre 1944, alors que la fin de la guerre approche. Sur les plus de 20 000 femmes s'étant présentées, un peu plus de 1800 ont été acceptées, 1074 ont été brevetées. Durant ces 27 mois d'existence, le WASP aura permis le convoyage de 12 650 avions et 38 femmes perdirent la vie durant ces convoyages. Le taux d'accidents serait d'ailleurs comparable à ceux des unités d'hommes. Contrairement à l'URSS où des femmes pilotes participèrent au combat et à l'Allemagne, le Japon ou l'Italie où elles n'avaient que peu de place au front ou à l'arrière, les USA et la Grande-Bretagne décidèrent de tenter une expérience se situant entre ces deux visions.
Mais pour les USA, un trop fort machisme, beaucoup d'indécision et d'atermoiement empêchent le WASP d'atteindre des résultats convaincants et limitèrent son action au point de rendre sa contribution à l'effort de guerre presque nulle. Pire encore, il faudra attendre après la dissolution du WASP de nombreuses années avant de revoir des femmes pilotes dans les effectifs de l'US Air Force. Avenger field. I took my slacks and $14